pour rien. Donc, en luttant contre cette guerre, je lutte pour la vie de ces jeunes Français. Si les gouvernants avaient présenté au peuple français cette guerre d'Indochine, et en particulier les derniers événements de la guerre d'Indochine, sous un jour nouveau, en parlant notamment de la défense du monde libre, de l'idéologie, le fait qu'il fallait stopper cette avance vers le sud-est asiatique, peut-être que le peuple se serait conduit différemment. Nous pensions que si nous étions là, c'était parce que notre pays nous demandait d'être là. Nous n'étions pas des mercenaires, nous étions l'armée de la France. On avait quelquefois le sentiment que nous étions oubliés, sinon abandonnés. Et les aviateurs ont eu une surprise qui a été le nombre de canons et de mitrailleuses antiaériennes que les Viettes avaient installées autour du point d'appui. Ça a été une grosse surprise et en particulier ceux qui en ont le plus souffert, c'était les avions de transport. On n'avait pas idée qu'on puisse avoir affaire à une DCA avec le terrible 37 russe sur affût quadruple, qui a fait par la suite, dans la guerre américaine du Vietnam, un véritable carnage, il ne faut pas l'oublier, de chasseurs et réactions. Alors imaginez-nous avec nos pauvres Dakota, qui n'étaient pas des avions faits pour la guerre, qui n'étaient pas blindés, qui n'étaient pas protégés. Un seul projectile incendiaire dans les réservoirs d'essence, c'était la boule de feu. Alors en plus, on a sous-estimé notre adversaire. Vous vous rendez compte que les premiers jours, on annonçait en clair à la radio notre arrivée, notre altitude de largage et la nature du chargement que nous avions à bord. Et vous pensez bien que les Viettes, ils avaient des postes de radio, ils écoutaient. Dans le mois d'avril, les Viettes ont commencé une nouvelle forme de bataille en creusant des tranchées pour s'approcher des appuis sur la partie centrale. Là, ils ont commencé à grignoter de façon à arriver au plus près des barbelés pour pouvoir ensuite mener l'assaut. Ils ont, dans une certaine mesure, mené cette partie de la bataille comme on l'a menée en 14-18. Ils faisaient des tranchées la nuit et nous, le jour, on allait reboucher les tranchées. Eh bien, chaque fois qu'on allait reboucher les tranchées, les Vietnamiens nous voyaient reboucher les tranchées et nous tiraient dessus, et nous tiraient, nous bombardaient. Et chaque fois, il y avait des morts et des blessés. Et on savait, en allant reboucher les tranchées, si on était 20, qu'il y en a 3 ou 4 ou 5 qui allaient être blessés ou plus. Et alors, c'est cette angoisse qui était éprouvante. Ils ont étouffé complètement le camp. Ils ont fait des sapes, ils ont avancé jusqu'à étouffer complètement le camp. C'est comme un virus, c'est un microbe qui vous mange peu à peu. Radio France-Asie. Les gouvernements français, américains, anglais, russes et chinois viennent de s'accorder. Après les premières attaques, une accalmie. La bataille peut encore changer de visage. Nous apprenons qu'une conférence va avoir lieu à Genève pour négocier l'avenir du Vietnam. Tout le monde parle d'armistice. C'est notre plus grand espoir. Mais est-ce donc si long à organiser ? Et si le gouvernement est prêt à négocier, pourquoi n'arrête-t-il pas tout de suite cette bataille ? Toutes ces vies perdues. Ne sont-ils pas au courant de ce qui se passe ici ? Des renforts arrivent, mais petit à petit, avec des retards inexplicables. Nous sommes furieux. Hanoï ne tient pas ses promesses. Les renforts n'ouvrent pas nos pertes. Le commandement a envoyé quand même l'élite. Il a envoyé le commandant Botella, il a envoyé Brochillac, il a envoyé Bijard. Ils ont envoyé les meilleurs bataillons pour essayer de sauver l'affaire. Voilà.
Mais enfin, c'était une erreur, mais c'était difficile à un commandant en chef de dire j'abandonne à ce moment-là. Mais j'aurais eu un grade très important, j'aurais pas continué comme ça jusqu'au bout. Parce qu'il faut être économe de la vie de ces hommes aussi. Et moi je l'étais, ou alors il y a des moments où on ne peut plus être économe, mais il faut payer le jeu comme eux. Hein, pourquoi pas être tué aussi. Et moi je regrette de ne pas être mort au combat, voyez-vous. C'était effectivement un crime que de continuer la bataille de Dien Bien Phu. L'artillerie française, qui était déjà inférieure dès le début de la bataille, était encore plus. Le ravitaillement par avion est devenu de plus en plus difficile. Après, ça a même été impossible. Les munitions, les vivres, ils tombaient dans le camp des Vietnamiens. Donc, c'était évident qu'on allait faire tuer des soldats français pour rien. Un raisonnement normal devait amener à une décision de négociation avec les Vietnamiens. Prendre acte que cette bataille qui était prévue pour casser les reins des Vietnamiens ne l'avait pas fait, donc de discuter avec eux, de pouvoir faire tuer davantage de soldats. Les militaires faisaient leur travail, on leur disait d'alimenter la guerre, ils l'alimentaient, ils essayaient de la gagner ou en tout cas de limiter la casse, mais les politiques, pas tous confondus, mais la plupart des politiques quand même, et Georges Bidault par exemple, porte une énorme responsabilité, et je pense que Georges Bidault est un des principaux responsables de la perpétuation de la guerre et donc de la mort de nouveaux milliers de personnes, français bien sûr, mais également vietnamiens, sénégalais, maghrébins, légionnaires, enfin tous ces gens-là qui sont morts à Dien Bien Phu pour une bataille qui finalement a fait basculer la guerre du point de vue psychologique, mais à ramener les troupes là où elles auraient pu être un an plus tôt. Les Viettes contrôlaient le terrain d'aviation par leurs tirs. Donc le terrain d'aviation devenait inutilisable, donc plus de chasseurs qui puissent se poser et plus d'avions de transport qui puissent se poser. Nous n'avions pas d'évacuation de blessés. Et c'est ce qui m'a marqué, d'entendre jour et nuit les blessés crier, non évacués. Ça a été l'asphyxie de la cuvette. Oh, c'était un véritable enfer. Il y avait 40 lits à l'antenne principale et évidemment, en l'espace de quelques minutes, tous les espaces disponibles ont été encombrés par les brancards des blessés. Ce sentiment de voir ces hommes qui arrivaient sur des brancards couverts de sang et de boue. Et puis aussi ce sentiment d'impuissance que j'ai ressenti alors qu'on ne pouvait même pas les mettre tous à l'abri. Il y en a qui sont restés sur le terre-plein, qui étaient à l'entrée de l'antenne et qui ont été à nouveau blessés et même parfois tués. Et il y a eu aussi des moments terribles, les chirurgiens étant obligés, enfin le docteur Grovin étant obligé de décider entre un blessé de l'abdomen dont l'opération était longue et 5 ou 6 amputés. Il fallait choisir et c'était dramatique pour lui. Pas de lumière, les odeurs, il faut voir, hein, quand les blessés, il y avait des asticots dans beaucoup de plaies. Les médecins, là, les chirurgiens travaillaient, il fallait voir à la bougie. Hein, pour des piqûres, j'ai vu une transfusion de sang faite à la lueur d'un briquet. Hein. Alors, vous voyez un petit peu les conditions. Et puis alors, de l'eau jusqu'aux genoux, dans les fonds de tranchées. Donc c'était vraiment... On se demande comment les gars ont résisté comme ça. Hein. Ouais. Soldats de l'Union française, vous êtes les valets de l'Amérique. Les chiens aux ordres de vous mettre français. Vous mourrez comme des chiens. Nous sommes réduits à des poches de résistance. Et maintenant, le Viet Minh nous bombarde de propagande. Des centaines d'hommes ont déjà réagi en désertant. Un bataillon entier d'indigènes thaïs, des Algériens, des Marocains et des Vietnamiens engagés à nos côtés se sont réfugiés près de la rivière. On les appelle les rats de Nam Youm. Les parachutistes et légionnaires sont programmés pour aller jusqu'au bout, et c'est ce que nous ferons. Le camp, qui couvrait au départ 65 km² en est réduit à un seul. Les Viet Minh sont juste à quelques mètres. Leurs tranchées nous isolent. C'est bien nous qui sommes finalement piégés. Le Viet Minh, usant de haut-parleurs, avait été jusqu'à lancer des appels à certains de nos chefs en prononçant leur propre nom de famille. Ce qui était aussi impressionnant. Parce que quand vous êtes combattant, quand l'ennemi vous appelle par votre nom, je pense que les personnes qui ont connu ça
devait quand même être impressionné terriblement. Mais c'est horrible. Ça fait une peur. Ça fait peur, on n'imagine pas ce que c'est. Et tous les jours, et rétrécir. C'est affreux. Il faut plus de courage.